Merci. Alors d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir de parler ici. Et donc oui, je vais présenter, alors c'est 2 travaux puis des réflexions qu'on a après, d'abord avec Quentin Mérigot, puis ensuite avec Quentin et Andrea. Et l'idée, c'est de parler de schéma numérique lagrangien, donc d'essayer d'avoir des dynamiques lagrangiennes en utilisant des outils de transport. Et bon, c'est un peu ce qu'il y a derrière. On est dans une équipe INRIA qui s'appelle PARMA, ça veut dire particules Monge-Ampère. Donc c'est des schémas de particules en utilisant l'équation de Monge-Ampère qui a été créée au labo d'Orsay récemment. Et donc c'est un peu je chantais ça parce que c'est un peu une partie de l'équipe INRIA qu'on a créée récemment. Alors l'idée au début, ça va être de regarder ce qu'on peut faire pour Euler incompressible et puis ensuite de voir comment ça s'étend à d'autres équations. Donc, je vais commencer par l'équation d'Euler incompressible. Et je le rappelle dans la version eulérienne. Donc on prend un domaine, on prend un domaine oméga dans RD qui n'a pas d'hypothèse a priori dessus, un peu quelconque. Et donc l'équation d'Euler incompressible, c'est l'équation d'évolution du champ de vecteur vitesse avec un gradient de pression qui est lié à la contrainte du fait que le champ de vecteur vitesse est à divergence nulle. Et on se donne une condition initiale. Alors le but, c'est de faire des schémas lagrangiens. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est de reprendre des formulations lagrangiennes de cette équation. Et donc ça revient un peu à regarder l'interprétation d'Arnold de ça. Donc pour regarder l'équation lagrangienne, ce qu'il faut faire, c'est regarder le flot qui est associé au champ de vecteur U. Donc quelle est la position au temps t d'une particule qui serait partie au temps 0 en x. Donc le lien entre la vitesse lagrangienne et la vitesse eulérienne, c'est la vitesse eulérienne au point phi de tx. Et quand on écrit comme ça, on va devoir se donner une condition initiale et une vitesse initiale qui vont être phi 0. Et si on réécrit, du coup, là ça a sauté beaucoup. Je sais pas s'il y a... Donc si on réécrit en lagrangien, en fait, la condition du fait que les champs de vecteurs sont à divergence nulle sur le flot, ça se lit dans le fait que cette application-là, elle va préserver la mesure. Donc la dynamique qu'on a va préserver la mesure. Et donc en fait, on va se placer dans l'ensemble des applications qui préservent la mesure, qui va être notée S ici. Et l'équation d'évolution, ça revient à dire que l'accélération, c'est exactement ce terme-là, c'est exactement l'accélération lagrangienne. L'accélération est égale à moins gradient P au point phi. Et alors, ce qui nous intéresse, nous, pour faire notre schéma, c'est de remarquer une chose, c'est qu'en fait, c'est l'interprétation d'Arnold, c'est que ce gradient P, là, c'est un vecteur qui est toujours orthogonal à l'espace tangent aux applications qui préservent la mesure. Donc ça veut dire quoi? En fait, notre schéma, ce qu'on a un peu, c'est ça. On a un espace ambiant, les applications de L2 de oméga dans RD. À l'intérieur de cet espace-là, on a S, qui est l'ensemble des applications qui préservent la mesure. Et en fait, on a une dynamique qui est dans S, telle que à tout moment, l'accélération est orthogonale au plan tangent. Et donc, en fait, on peut réinterpréter ça comme des géodésiques pour l'ensemble des applications qui préservent la mesure pour la métrique L2. Donc, ce qu'on a, c'est des géodésiques. Et du coup, c'est une interprétation un peu formelle, mais on va utiliser cette interprétation pour construire notre schéma numérique. Alors, quand on parle de géodésique, il y a toujours 2 choses. On peut regarder soit les géodésiques minimisantes, soit le flot géodésique. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'équation d'évolution. Donc on va regarder le flot géodésique, mais on pourrait pas se poser aussi la question de prendre 2 applications et de trouver le chemin qui relie les 2 le plus vite possible. Et donc là, il y a des approches similaires qui ont été regardées alors pas avec des méthodes semi-discrètes, mais avec d'autres méthodes de milieu au transport optimal par Carlier, Benamou et Nena, et par Quentin Mérigot et Jean-Marie Mirbeau avec du semi-discret un peu dans l'esprit de ce que je vais montrer. Donc pour le problème géodésique minimisante. Alors pourquoi c'est cette structure-là qui va nous intéresser? Parce qu'en fait, on va faire un schéma très naïf. Donc la structure qu'il faut garder en tête, c'est de dire j'ai une sous-variété dans une variété plus grande et j'ai des géodésiques pour la métrique induite. Et je veux faire un schéma juste en utilisant cette vision-là.
Et donc, je vais faire l'exemple le plus bête que je peux imaginer comme ça. C'est, je me mets dans R2. Et ma sous-variété, ça va être l'axe horizontal, R croix 0. Et je veux approcher mes géodésiques de mon axe horizontal vu comme un sous-espace de R2. C'est vraiment, là, c'est vraiment basique. On peut faire les calculs. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, si je fais une erreur un peu au départ, donc là, je fais une erreur de taille delta sur ma condition initiale, comment je construis un schéma pour approcher la géodésique qui est là-dedans? Donc, j'approche de façon extrinsèque. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc, l'idée du schéma, alors, c'est une idée qui remonte à, en tout cas pour moi, un papier de Yann Brognier il y a assez longtemps. L'idée du schéma, c'est de dire, ce que j'ai envie de faire, c'est que ma dynamique ici, je vais essayer de la ramener sur ma sous-variété. Donc, quand je suis en un point ici, je vais regarder où est ma sous-variété. Donc, je vais projeter mon point phi de t sur la sous-variété. Je projette mon point z sur la sous-variété. Et je vais corriger ma trajectoire comme si j'avais un ressort entre les deux. Donc, ma trajectoire, elle va essayer de revenir vers là avec un ressort de raideur 1 sur epsilon carré. Et elle va revenir. Donc, après, elle va dépasser un peu, puis elle va revenir, et on va osciller autour de la sous-variété. Alors, dans le cas de la ligne droite, la projection, elle s'écrit de façon triviale. Donc, la solution, c'est une oscillation. Sur l'axe horizontal, j'avance à la bonne vitesse t, et puis sur l'axe vertical, j'ai des oscillations de l'ordre de cosinus lt. Et ce qui nous intéresse, c'est que du coup, la dynamique qu'on a construite, c'est la dynamique hamiltonienne pour l'énergie cinétique plus la distance à la sous-variété. Donc, le but, c'est de mettre un ressort de plus en plus raide pour s'approcher de plus en plus de la sous-variété. Bien sûr, quand on fait ça, quand on va mettre un ressort de plus en plus raide, il faudra baisser le delta en même temps pour avoir une chance de converger. Et c'est tout l'intérêt de là. Le but, c'est juste de montrer ça. Avec cet exemple-là, c'est de montrer des comparaisons de paramètres. Alors, une autre question qu'on peut se poser sur cet exemple très simple, c'est comment est-ce qu'on montre la convergence de ma géodésique approchée, donc qui est cette géodésique qui va osciller autour de notre sous-variété. Et en fait, pour montrer cette convergence, on va faire une technique d'énergie modulée, c'est-à-dire qu'on va prendre une solution régulière gamma t, puis on va comparer la solution approchée z. Donc là, ça revient ici à prendre la différence des vitesses plus la partie projection. Et le but, c'est de calculer ça. Donc on fait un Grunwald là-dessus, on montre que c'est contrôlé, et du coup, on montre la convergence comme ça. Alors ici, le calcul est explicite, et on trouve que l'énergie modulée, c'est exactement delta carré sur epsilon carré. Et ce qui montre qu'il faut que delta aille vers 0 plus vite que epsilon pour que ça marche. Alors quel est l'intérêt? C'est que tout à l'heure, on verra que pour l'air incompressible, on trouve le même range de paramètres, et ça justifie un peu de dire que la preuve qu'on a tout à l'heure, elle est optimale au sens où même dans les cas vraiment le plus simple qu'on peut imaginer, on a cette même contrainte. Ouais. Ça dépend comment tu mesures la taille de la différence. Puisque si tu regardes au niveau de Z, tu vois que tu as simplement besoin de delta tendre vers 0. Oui, c'est pour avoir le terme ici. Ouais. C'est parce que ça dépend dans quelle norme on mesure la convergence. Hein. Oui, donc c'est pour avoir la convergence de l'énergie modulée. C'est pour celle-là que j'ai besoin de ce range de paramètres. Oui. C'est vrai. Et donc maintenant, on se dit, OK, on a compris sur cet exemple simple et on a envie de faire, on va faire pareil pour Euler. On avait le même dessin. On a les applications qui préservent la mesure, on cherche les géodésiques. C'est tout ça dans un espace plus gros L2. Et donc on va approcher, si je pars d'une fonction, on va prendre la projection là-dessus et puis on va essayer d'osciller autour de S. Donc on voit que la question qui est cruciale, ça va être de calculer la projection d'une fonction L2 sur les applications qui préservent la mesure. Donc j'écris, si on veut faire exactement le même schéma pour approcher Euler incompressible, donc en fait notre système, ça va être de calculer la dynamique hamiltonienne de l'énergie cinétique plus la distance aux applications qui préservent la mesure, avec un ressort de epsilon carré. Et donc toute la question revient à comment est-ce qu'on calcule la distance aux applications qui préservent la mesure. Et en fait, ça, c'est vraiment l'idée qu'avait Yann en 87 quand il a retrouvé le transport optimal. Son but, c'était vraiment de construire ça, prendre une fonction L2 et calculer la projection sur les applications qui préservent la mesure. Et c'est en faisant ça qu'il tombe sur le transport optimal. Et du coup, on va retomber aussi sur le transport puisqu'on va suivre cette voie. Oui.
C'est une sorte de raideur du ressort que tu imagines, tu as un point courant et tu accroches un ressort de ton point courant à la sous-variété. Et c'est quelque chose qui va être de plus en plus fort pour te ramener de plus en plus fort sous la sous-variété. Le but, c'est de faire tendre epsilon vers 0, donc de coller à la sous-variété, puisqu'on veut une géodésique là-dessus. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas le prendre trop petit si on a une erreur trop grande. Donc il y a un ratio à avoir entre la taille de l'erreur initiale et la raideur du ressort, donc il va falloir faire tendre les deux vers 0 en même temps. Et donc c'est là où, du coup, pour faire le lien avec ça, je vais rappeler un petit peu le transport, des définitions du transport optimal et des choses dont on va avoir besoin ici. Alors, le transport optimal, on se place avec deux mesures de probabilité sur un espace, un coût. Alors dans notre cas, le coût, ça va être le coût quadratique. Et le but, c'est de regarder parmi toutes les applications qui transportent notre mesure sur la mesure d'arrivée, quelle est celle qui coûte le moins cher. Donc, coûte le moins cher au sens du coût qu'on s'est donné. Donc là, dans notre cas, ça va être le coût L2. Donc la manche Kantorowicz entre mu et nu, c'est la distance minimale parmi toutes les applications du coût de transport. Alors le but, c'est de trouver cette application si elle existe. Et le théorème donc, de Brenier en 87, qui est publié après, c'est de dire, en fait, il y a un lien entre la projection sur les applications qui préservent la mesure et le transport optimal. Et le lien, c'est le suivant, c'est que si je prends une fonction L2, et donc je regarde, j'appelle nu sur la mesure image par Lebesgue, ou sa loi, eh bien, il existe une fonction convexe telle que f se décompose en gradient phi rond sigma, une fonction convexe phi et une application qui préserve la mesure sigma telle que f se décompose en gradient phi rond sigma. Et la distance de f aux applications qui préservent la mesure, c'est exactement la distance de Monch-Kantorowicz entre Lebesgue et le push-forward de Lebesgue par f. Alors là, je l'ai fait pour Lebesgue, on peut faire n'importe quelle mesure, mais... Et donc l'idée, c'est vraiment donc c'est le théorème de projection polaire de Yann, c'est de dire vraiment, si j'ai une fonction f ici, je la projette là, ben en fait, j'ai un sigma qui est le projeté, et la projection est donnée par le gradient d'une fonction convexe. Bon, il y a des hypothèses sur la mesure de départ pour qu'il y ait des unicités ou pas, mais dans notre cas, comme c'est Lebesgue, c'est toujours vérifié. Et donc, une fois qu'on a cet outil, on voit que, une fois qu'on a ça, on voit qu'on sait comment calculer notre distance ici. Ça va être de regarder f moins sigma, c'est le gradient phi, et donc on sent qu'on va pouvoir commencer à travailler pour faire notre schéma. Alors par contre, il reste une deuxième condition, c'est que moi, j'ai dit que je voulais faire un schéma lagrangien, donc le but, ça va être de suivre un flot de particules. Et donc on va avoir un nombre fini de particules, donc des masses de Dirac. Donc en fait, on va avoir un problème de transport optimal qui est un peu plus particulier. Ça va être un problème de transport optimal semi-discret. Et ce dont je vais avoir besoin aussi, c'est de la formulation duale du transport optimal qui sera plus pratique pour étudier. Donc je vous rappelle la formulation duale. Le problème de transport optimal, Monch-Kantorowicz, on peut le relaxer un peu. Donc au lieu d'avoir une application de transport, on accepte de séparer les masses. Ça donne un plan de transport qui dit quelle masse de quel point va où. Une fois qu'il est écrit comme ça, on peut mettre les multiplicateurs de Lagrange des contraintes pour dire que le plan a marginal mu est nu, faire un échange d'inf sup et on trouve la formulation duale qui est ici, avec la contrainte que phi de x plus phi de y est plus petit que c de xy. Et on voit aussi qu'on peut saturer cette contrainte en fait, donc ça revient à un sup seulement sur phi, avec le psi qui est donné par la c transformée de phi en fait. Ouais. Non, ouais. Là, ça serait phi qui est la psi c transformée de psi. Donc ça, c'est la formulation duale dont je vais avoir besoin. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le problème de transport optimal semi-discret, où une des deux mesures va être discrète et une va être absolument continue, Lebesgue dans notre cas. Et donc, je vais passer juste un peu de temps pour présenter ça, parce que c'est peut-être moins connu et on va en avoir besoin. Donc le transport optimal semi-discret, donc on voit que ce qui va être important, si on prend la formulation, si je reviens à ma formulation duale ici, on a dit que tout va être paramétré par un seul vecteur psi, ou phi. Et si ma mesure ici c'est Lebesgue, en fait tout est paramétré par juste un nombre fini de valeurs de psi, qui va être le prix sur les Lebesgue. Et donc notre but c'est de calculer le transport optimal entre une mesure de Lebesgue et des sommes de Dirac. Et pour ça, il faut regarder ce qu'on appelle les cellules de Laguerre. Ce qu'on appelle les cellules de Laguerre,
Donc, on suppose, là, j'ai oméga et j'ai le bec dessus, et puis je vais avoir des points. Donc, vous pouvez penser à ça comme ça, c'est un domaine, vous avez une population qui habite partout, et vos mesures de Dirac, c'est des boulangeries. Et donc, vous avez les positions de vos boulangeries, Y bêta, et vous avez des prix où vous achetez votre pain dans les boulangeries, donc les prix, c'est moins psi bêta. Alors les cellules de la guerre, c'est quoi? La cellule de la guerre, ça revient à considérer l'ensemble des personnes pour qui il est plus favorable d'aller acheter son pain dans la boulangerie Y alpha. Parce qu'en fait, le coût qu'on a, donc le prix qu'on paye le pain, plus la distance qu'on met à marcher pour aller de chez nous à la boulangerie, est plus petite pour la boulangerie Y alpha que pour toutes les autres. Donc pour chaque boulangerie, on peut lui associer ce qu'on appelle étant donné la position des boulangeries et le prix de leur pain, on peut associer ce qu'on appelle la cellule de Laguerre alpha de la boulangerie, qui va être l'ensemble des personnes qui vont acheter le pain ici. Alors, quand vous donnez des prix comme ça et des positions, vous voyez que ça vous fait bien une partition de votre espace. Par contre, ça ne fait pas une application de transport, parce que nous, les contraintes qu'on a, c'est que chaque boulangerie a une production de masse 1 sur n. On a des boulangeries en Y bêta, et ce qu'on sait, c'est qu'elles produisent une masse 1 sur n. Et là, elles ont trop de personnes qui viennent acheter. Et donc, le point du transport optimal de demi-discret, c'est de dire que si vous arrivez à fixer vos prix psi bêta de façon à ce que la mesure de chaque cellule de la guerre soit exactement de masse 1 sur n, en fait, vous avez vos potentiels optimaux du transport optimal semi-discret. Donc, le but pour résoudre le problème de transport optimal, c'est d'arriver à fitter cette condition, que la masse des cellules de la guerre, étant donné les points et les psi, soit 1 sur n, et donc on fait un Newton cette condition pour trouver les bons psi, les bons prix. Et en fait, c'est un algorithme qui marche très bien. Donc la convergence a été prouvée par Kitagawa, Merigo et Thibert. Et après, le but, c'est de faire des algorithmes qui marchent très bien pour ce problème-là, qui est compliqué, parce que vous voyez que c'est non local, il faut comparer tout le monde avec tout le monde. Et donc ça a été fait récemment par Hugo Leclerc et Bruno Lévy en dimension 2 et 3 de façon très efficace. Donc si vous avez bien compris ça, maintenant on va pouvoir repartir à notre construction d'un schéma lagrangien. Avant, je vais pour montrer numériquement. Donc, qu'est-ce que ça fait? Là, les points rouges, vous imaginez que c'est vos boulangeries. Les cellules de la guerre, ça revient à dire quelles sont toutes les personnes qui vont aller acheter leur pain dans cette boulangerie-là. Et si on veut faire une dynamique, nous on va vouloir faire une sorte de dynamique incompressible. Donc on voudrait essayer d'étaler le plus les boulangeries dans l'espace. En fait, la dynamique, ça revient à pousser chaque point dans la direction du barycentre de cette cellule de la guerre associée. Vous voyez que si on fait ça, on va étaler un peu tout le monde. Et donc là, si on pousse un point, on lui regarde la cellule de la guerre associée, à un point, on lui associe le barycentre, là, on voit que ça va vraiment étaler nos points. Bon, c'est un peu ce qu'on va faire, et le transport semi-discret permet de calculer tout ça, les cellules de la guerre, les barycentres des cellules, les points, et ça, on en aura besoin après. Donc maintenant, je reviens à Euler incompressible, et je veux faire mon schéma, donc il faut que je me donne une discrétisation en espace. Combien de points je prends au départ, et ensuite je vais me donner la dynamique sur les points. Donc la dynamique sur les points, on la connaît, c'est celle qu'on s'est donnée tout à l'heure. Donc comment je partitionne mon espace? En fait, pour partitionner l'espace, l'idée c'est de regarder on prend l'espace oméga, on se donne une partition initiale en cellules P alpha qui sont de masse 1 sur n. Et on va regarder les applications qui sont constantes sur ces cellules. Donc il y a une seule particule qui va porter toute la masse de cette cellule. Et donc là, c'est F alpha. Et donc ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur l'ensemble des applications qui sont constantes par morceau sur des cellules P alpha données au départ. Et donc nous, pour faire si on regarde nous, on veut regarder une dynamique là-dessus, et ce qu'on a dit, c'était que la dynamique, ça va être de regarder la projection de la mesure empirique liée à ces alpha sur les applications, la projection de ces applications constantes là-dessus sur les applications qui préservent la mesure. Et donc, on a vu que par le théorème de Bonnet tout à l'heure, ça revient à regarder la distance de Monge-Kantorowicz entre la mesure de Lebesgue et le push-forward par mon application de Lebesgue, et ça revient à regarder la mesure entre Lebesgue et les sommes de Dirac, puisque mes fonctions sont constantes par morceau. Donc, on a vu que pour faire notre schéma, il faut calculer cette quantité-là, et cette quantité-là, ça revient à calculer un transport qu'on sait calculer. Et on sait exactement qu'est-ce que c'est que la projection d'un F sur les applications qui préservent la mesure.
Donc là, on refait le dessin. J'ai mes masses de Dirac ici. On a dit le transport optimal semi-discret, ça revient à associer des cellules de Laguerre à nos masses de Dirac. Donc là, j'ai le point F alpha, j'ai la cellule de Laguerre alpha de tous les points qui sont associés à ça. Et en fait, les projeter sur les applications qui préservent la mesure, c'est l'identification de la partition P alpha avec la cellule de Laguerre alpha. Et ça, c'est exactement toutes les applications. Il n'y a pas unicité, c'est toutes les projections de F sur les applications qui préservent la mesure. Alors par contre, il y a une petite subtilité, c'est que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la dynamique par rapport à F, mais la dynamique par rapport au point. Donc il va falloir rajouter une projection en plus pour avoir, on va prendre un gradient par rapport au point, pas un gradient par rapport au bas. Et ça va nous donner l'unicité. Donc bon, on a un peu tous les outils en place. Je reviens au début. Ce qu'on disait au début, c'est que notre dynamique, on cherche la dynamique hamiltonienne qui est liée à l'énergie cinétique plus la distance aux applications qui préservent la mesure divisée par 2 epsilon carré. Donc la dynamique de 1,5 de l'énergie cinétique plus la distance de Monge-Kantorowicz entre Lebesgue et des sommes de Dirac. Et mon schéma, c'est donc l'accélération est donnée par le gradient de cette quantité-là. Et le gradient de cette quantité-là, on peut le calculer explicitement, c'est bien défini, et c'est F moins sa projection, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le théorème de décomposition polaire. Et il faut faire attention que comme on dérive par rapport au point, il faut reprojeter sur les applications qui préservent la mesure. Et ça revient à dire quoi dans ce cas-là? Ça revient à dire que là, on avait dit que nos mesures images, c'était les identifications de P alpha à Laguerre alpha. Et là, à l'intérieur, je pouvais faire n'importe quoi, parce que quelle que soit l'application qui préserve la mesure là-dessus, ça donnera toujours une application qui préserve la mesure globale. Mais quand on projette sur les applications qui sont constantes là, ça revient à associer le barycentre de la cellule de Laguerre alpha. Donc en fait, cette quantité-là, ici, c'est rien d'autre que le point F moins le barycentre de la cellule de Laguerre associée. Et donc vous pouvez écrire le schéma avec le semi-discret, avec la résolution du transport optimal, vous avez toutes les quantités qu'il vous faut pour écrire votre schéma. Alors là, c'est... ouais. Je ne sais pas pourquoi il y a égal 0 ici. Alors ça, là, j'ai fait la discrétisation seulement en espace. Ouais. Il faut aussi faire une discrétisation en temps. Alors depuis le début, notre but, c'est de conserver la dynamique hamiltonienne. Donc la discrétisation en temps, ce qui est bien, c'est si on fait une discrétisation qui reste hamiltonienne, enfin qui est proche. Alors là, on avait pris Euler semi-symplectique, on advecte d'abord la vitesse, puis ensuite on advecte la position par la vitesse. Il y a d'autres façons de faire où en fait on peut juste fixer le point ici et prendre vraiment l'oscillateur, la n, on laisse, là on ne met pas n, on laisse évoluer sur un pas de temps de taux l'oscillateur harmonique avec le ressort qui est fixé. Et ça permet de préserver aussi exactement sur un petit pas de temps un hamiltonien rapproché. Et donc on fait tout ça et maintenant la question c'est est-ce qu'on arrive à montrer la convergence de ce schéma. Donc on a un schéma, on arrive à le coder. Est-ce que je peux montrer sa convergence? Et ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'on a envie de faire pour ça, c'est de montrer la convergence en énergie modulée. Alors, la convergence en énergie modulée, c'est assez classique dans plein de domaines. Par exemple, pour les limites de champ moyen, ils font beaucoup ça. Il y en aura la semaine prochaine au séminaire, vous en verrez avec Antonin Chaudron de Courcelles, où il va faire beaucoup de convergence d'énergie modulée pour des interactions. C'est un peu issu des principes de solutions fort faibles ou des solutions dissipatives qu'il y a. Le but, c'est de comparer une solution faible avec une solution forte. Et donc, nous, dans notre cas, on va comparer une solution approchée avec une solution forte. Et donc, le problème là-dedans, c'est de dire que... Enfin, la contrainte, c'est qu'on doit partir d'une solution forte de l'air incompressible. Forte au sens où je vais avoir besoin que le gradient de P soit Lipschitz, U soit Lipschitz et gradient V soit Lipschitz pour que la preuve marche. Et donc au début, je disais que j'avais aucune contrainte sur le domaine oméga. C'est vrai, mais par contre, j'ai des contraintes sur le fait que la solution doit être régulière. Donc dans un sens, ça donne quand même quelques contraintes sur le domaine oméga de façon cachée. Alors l'idée des énergies modulées, c'est d'avoir des quantités positives qui sont assez liées qui sont liées un peu aux quantités naturelles de l'équation. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est on est basé sur l'hamiltonien. Donc ce qu'on regarde, c'est l'énergie modulée pour l'énergie cinétique plus la distance à la sous-variété. Et
Et c'est important, c'est qu'il y ait de la convexité derrière. En fait, les convexités sur ces problèmes-là, elles sont dans les variables eulériennes. En fait, la convexité de l'énergie cinétique, c'est en variable ρm, et pas ρv même. Et donc, on a besoin d'écrire tout ça en variable eulérienne, et donc ça pose quelques problèmes techniques. Donc là, vous voyez, nous, on a fait des schémas lagrangiens, donc ce qu'on a, c'est la vitesse f point au temps t. Donc si on veut comparer avec la solution eulérienne, il faut bien que je l'évalue au point f de t, pour être au bon endroit. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'on fait un schéma qui est extrinsèque à la sous-variété. Donc, on fait un schéma qui va sortir, en particulier, les points, ils n'ont aucune raison d'être dans oméga. Donc, ce que j'ai mis ici n'a pas de raison d'être dans oméga, donc U n'a pas de raison d'être défini sur ces points-là. Donc là, ça donne un petit problème technique où il faut étendre de façon régulière ça, mais en fait, il y a des théorèmes existants qui font ça très bien, d'étendre de façon uniforme tous les opérateurs en gardant les normes Lipschitz. Donc une fois qu'on écrit ça proprement, il faut faire des calculs. Alors dans les énergies modulées, il y a toujours une ou deux étapes clés. Ici, elles vont être passées par les conditions d'optimalité du transport semi-discret qui vont permettre d'annuler des éléments. Et en utilisant des conditions sur la pression, il y a un terme linéaire qui est un peu compliqué à gérer, mais on peut voir ça comme une dérivée d'un terme petit. Et on fait notre Grunwald et on tombe sur une estimée comme ça où l'énergie modulée est plus petite que epsilon carré, plus l'erreur initiale, plus le ratio, qui est le même qu'on avait au début. Et donc ça vous dit on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. Si on regarde en full discret, ça rajoute une erreur en plus. On rajoute une erreur en taux sur epsilon, donc il faut faire aussi attention au paramètre taux. Et une erreur kappa. Alors une erreur kappa qui revient à prendre le maximum de l'erreur entre notre Hamiltonien approché et notre Hamiltonien initial. Alors il y a une façon un peu violente de le majorer, celui-là, c'est de faire une égalité triangulaire, de sommer toutes les contributions, et on voit qu'elles vont être petites, divisées par taux sur epsilon carré. Mais en fait, ça c'est très mauvais numériquement parce qu'on se retrouve avec des contraintes qui ne sont pas bonnes, donc on n'a pas envie de faire ça. Mais en vrai, si on arrive à préserver proprement l'hamiltonien, parce que ce qui se passe, c'est que ça oscille, donc il va y avoir des annulations qui vont se faire, donc il y a des compensations qu'on ne voit pas si on fait une égalité triangulaire violente. Donc on s'attend à ce que ce terme-là, en fait, il soit beaucoup plus petit que taux sur epsilon carré. Et donc, quand on fait le schéma, on peut faire une sorte d'estimation a posteriori, on vérifie que notre Hamiltonien, on a ces quantités, est bien petit, et donc ça justifie que nos paramètres sont bons, dans l'idée. Voilà, bon, je vous passe la preuve. Et avant de faire, je vais peut-être vous montrer quelques simulations avant de passer à la suite. Une première partie des simulations. Donc, l'idée, c'est de se dire... Donc là, ce que je simule, c'est on part d'une condition initiale où il y a toutes les particules là. Les couleurs, c'est juste pour se rappeler de qui vient d'où. Et on met une vitesse de rotation au départ. Donc on va tourner. Donc il y a quelques particules et on voit que là, on fait le schéma où les particules vont tourner. L'idée, tout ça, encore derrière, comme vous voyez, à chaque fois, on a des points. Donc il y a toujours un maillage de Laguerre qui est associé à nos points. Il y a les cellules de Laguerre associées à nos points. Donc on peut voir cette dynamique comme une dynamique de maillage aussi. On a une suite de maillage qui vient avec notre schéma et on peut voir ça comme une dynamique de maillage sur l'espace. Ça rejoint un peu le papier de Yann CMP 2000 duquel on s'est inspiré pour faire l'énergie modulée aussi, la preuve par énergie modulée, le schéma. En fait, ce que faisait Yann dans CMP, c'était des permutations sur les cellules P-alpha. Il n'avait pas les cellules de Laguerre, mais on fait la même chose, on prend des points, on les laisse évoluer un petit peu par des ressorts qui accrochent au P-alpha, et au bout d'un certain temps, on regarde la distribution et on fait des permutations pour tout mettre. Donc on a une sorte de dynamique de permutation. Et grâce aux cellules de Laguerre, en fait, on peut avoir une dynamique beaucoup plus continue que juste les permutations. On a plus de liberté dans la forme des cellules qu'on prend. Donc c'est ça. Alors après... Toujours dans le cas 2D, donc là c'est un peu la même image qu'au début, sauf qu'on a 4 coins et on a 4 rotations différentes. Donc c'est pour montrer que dans le théorème de convergence, j'ai supposé que la solution était C1 régulière, mais en vrai, numériquement, quand on lance, on peut faire aussi des cas un peu moins réguliers. Il se passe des choses. Et je montre aussi 2 singulaires. Donc, une simulation bien, ça c'est quelque chose qu'on observe en vrai dans le ciel. Il y a des sortes de... Là, ce qu'on imagine, c'est qu'il y a 2 vitesses différentes dans le ciel, devant. Il y a 2 vitesses très différentes et il y a des perturbations qui se mettent... Est-ce que ça change avec la vitesse de rotation ? Là ?
Qu'est-ce qui change? Celui-là, sur chaque carré, il y a une vitesse de rotation différente, donc ça tourne comme ça ici, comme ça ici, comme ça. Il y a quatre vitesses initiales qui sont différentes. Ouais, et ça. Bon, voilà. Et donc Donc là, le but, c'est d'essayer de voir si on arrive à avoir des choses qui ressemblent aux instabilités de Kelvin et Helmholtz. Donc là, ce qui se passe ici, c'est qu'en bleu et en blanc, on a deux jeux de particules qui ont des vitesses initiales différentes. Donc il y a une sorte de cisaillement qui se fait. Et au niveau du cisaillement, il y a une singularité qui se crée. Et si on fait un effort, on peut commencer à voir apparaître les structures qu'il y avait sur la photo que j'ai montrée juste avant, des sortes de structures de vagues qui sont là. Bon, c'est assez qualitatif, mais on voit un peu des structures comme ça apparaître. Si j'avance un peu, on les voit un peu mieux. Donc ça, c'est Euler incompressible avec le schéma. Et alors, il y a d'autres exemples qu'on peut faire. Donc, il n'y a pas de raison. Dans le schéma, on peut supposer que chaque particule a des densités différentes. On peut rajouter à droite. Donc là, j'ai l'accélération qui est donnée par une force de rappel. On peut rajouter de la gravité, par exemple, ou des termes. Donc là, dans cette simulation-là, le fluide vert, il est plus lourd que le fluide rouge. Donc il va vouloir descendre. Et le fluide rouge va vouloir monter. Et vous avez vos particules, donc c'est du réel Taylor, et donc le fluide descend. Alors ça, c'est les premières simulations qu'on avait faites lorsqu'on a fait l'article, et depuis, il y a quand même eu beaucoup d'améliorations de Hugo Leclerc et Bruno Lévy sur les codes semi-discrets qui permettent de faire ces simulations dans des cas plus complexes, dans des cas 3D avec beaucoup de particules. Donc là, il y a 50 000 particules avant 100 000. Maintenant, c'est des centaines de millions de points qui peuvent être gérés en temps quasiment instantané. Et donc, il y a aussi des simus 3D. Bon, le but, c'est plutôt de vous les montrer à la fin. Je repasse un peu et à la fin, je vous passe sur les simus 3D avec les dernières évolutions, ce que ça peut donner dans ça. Il y a des détails extrêmement précis dans les simulations. Jusqu'à quel point ils sont valides, ces détails? Parce que tu ne peux pas être complètement dans les constantes de convergence, etc. Bien au-delà. Et donc, qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'on voit? Alors, donc sur Euler, c'est un travail qu'on n'a pas encore vraiment fait d'essayer de voir ce qui est vrai dans ça. Par contre, il y a une version de ce qu'on raconte en cosmologie. Ouais, ce qui est vrai, ça, mais il y a une version cosmologie de ça qu'on regarde. Et donc, Bruno Lévy, ils essayent de retrouver des constantes physiques. Donc, si on inverse le signe de tout ça, ça permet de faire de la gravitation Monge-Ampère, donc d'essayer de voir comment évolue l'univers. Et donc, il y a des choses qu'on peut essayer de retrouver, qui sont vraiment dans l'univers. Et donc, ils essayent de quantifier ça, donc ils ont des résultats sur dire est-ce que c'est réaliste ou pas ce qu'on obtient par ces schémas-là. Mais pour Euler, c'est un travail qu'on devrait faire, mais qu'on n'a pas vraiment fait. Bon, pour l'instant, c'est assez. Quand même, comme schéma, il y a beaucoup de paramètres, il y a des choses, donc c'est rigolo parce que c'est Lagrange, on a la dynamique. Par contre, je pense que c'est pas. Bon, on ne sait pas au niveau des schémas qui existent eulériens qui sont super précis. Mais ouais. Non, mais il faut regarder, ouais, je suis d'accord. Donc après, la deuxième partie que je vais voir, c'est de dire, bon, on a bien compris ce qui se passe pour Euler, est-ce qu'on peut étendre un peu cette approche? Et est-ce qu'on peut l'étendre au système donc, Euler compressible? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on prend la même équation d'évolution, d'hétéro plus div de rho, enfin la même équation de continuité, mais par contre l'accélération doit être donnée par le gradient de la pression, qui est la contrainte de divergence nulle. Elle est donnée par le gradient d'une énergie interne, une énergie qui dépend que de la densité ρ. Et donc, ce qui est lié avec ce qu'on a fait avant, c'est qu'il y a une quantité qui est préservée par ces systèmes, c'est cet Hamiltonien-là qui est préservé. Donc, on a encore une dynamique hamiltonienne. Alors, bon, là, je le fais pour ça, mais tout ce que je raconte marche pareil si on a. En fait, on peut faire des flots gradients ou des flots conservatifs. Là, les preuves que je vais présenter ici marchent pareil. Si on regarde, on a l'équation de continuité. Et au lieu de mettre l'accélération, on dit que c'est V qui est donné par moins le gradient de U' de ρ,
ou alors que V est donné par moins J fois le gradient de I' de ρ, quand ça existe avec J qui est antisymétrique. Si on est dans ce cas-là, là ce qui se passe c'est que le H est décroissant, et si on est dans ce cas-là, le H est constant. Donc les flots conservatifs, c'est une dynamique où le H est constant. Les flots gradients, c'est le H qui est décroissant. Et là, je fais l'exemple pour les flots hamiltoniens, où c'est l'énergie cinétique plus le U qui est constant. Mais en fait, les méthodes de preuve s'adaptent directement et tout est un peu similaire. Bon, et donc là, ce qui va marcher avec ce que je vais présenter pour ce qu'on fait, c'est typiquement des ρ puissance m pour l'énergie interne. Alors, d'un point de vue flow gradient, ça fait du porous média, de l'équation de la chaleur. D'un point de vue, si on regarde des solutions de l'air, ça fait des solutions de l'air compressible. Et si on regarde ce qu'on a fait juste avant, ça revient à prendre l'énergie interne qui est l'indicatrice convexe de ρ égale Lebesgue. Donc cette fonction-là, elle vaut 0 si ρ égale Lebesgue et plus l'infini sinon. Et donc ça, c'est exactement l'indicatrice. On se retrouve exactement avec Euler incompressible qui rentre dans cette famille-là. Et donc l'idée, c'est de construire des schémas Lagrangiens encore sur ce problème-là. Donc là, je vais aller vite, mais on réécrit ce qu'on a fait tout à l'heure. Et la dynamique, l'accélération, au lieu d'être donnée par gradient P, est donnée par gradient U' de Thérault. Et d'un point de vue, on peut voir ça d'un point de vue lagrangien, où il y a une énergie interne sur le flot, mais l'énergie dépend que de sa loi, que de sa marginale. Et le problème qu'on a, si on veut faire notre schéma lagrangien pour ces énergies internes, c'est que, pareil, je prends mes cellules, je regarde mes fonctions qui sont constantes sur mes cellules, ça me donne des masses de Dirac, et je vais écrire une ODO sur ces masses de Dirac. Et le problème, c'est que le gradient par rapport aux positions de mes cellules de F, elle n'existe pas. Parce que l'énergie interne, elle n'est pas bien définie sur les masses de Dirac. Donc le problème qu'on a, c'est ça. Et la question, c'est comment... nous, ce qu'on a envie, c'est de garder cette structure hamiltonienne. Donc ce qu'on a envie, c'est de modifier le F avec un petit epsilon, F epsilon, de façon à garder une structure hamiltonienne, mais avoir une énergie finie. Donc comment on fait dans notre cadre? Donc ce qu'on va utiliser, c'est la régulation de Morøy-Yoshida. Ce qu'on fait, c'est qu'on va approcher la fonctionnelle f. Enfin, on va définir une fonctionnelle f epsilon pour nos points en disant, je vais prendre x, c'est une map, je vais regarder quelle est l'application pour laquelle l'énergie interne est finie, qui est la plus proche au sens de Wasserstein de x. Alors là, au sens L2 de x. Mais donc je vais chercher l'application la plus proche au sens L2 de x avec un paramètre epsilon pour être vraiment proche, mais qui est d'énergie minimale. Alors ça, c'est écrit en lagrangien. Si je réécris la même chose en eulérien, c'est dire que je vais chercher une mesure mu qui est la plus proche de ma somme de Dirac. Je vais chercher une mesure ρ, pardon, qui va être la plus proche de ma mesure mu, qui va être des sommes de Dirac, d'énergie interne finie. Et toute la question est comment est-ce qu'on calcule ce I epsilon. Alors, il y a plein d'approches pour faire des particules, définir une énergie interne à un système de particules, quand ça ne marche pas. Quelle est la différence un peu avec ce qu'on fait? On va faire peut-être juste un dessin. Le truc le plus classique qu'on peut imaginer, c'est on a des particules, on veut définir ρ puissance m sur ces particules, on peut convoler un petit peu la particule avec un noyau, chaque Dirac avec un noyau. Maintenant, ça me donne des densités, je prends l'énergie sur ces densités et ça donne une valeur. Alors on peut faire ça, mais on peut faire ça de plein de manières. Du coup, ça te dit quelle taille on va prendre un peu pour le noyau, quelle forme de noyau on va prendre, qu'est-ce qu'on fait. Il y en a, on prend les cellules de Voronoi associées, on va étaler entièrement. Et ce que fait en fait le problème de transport optimal, il va maximiser sur un peu toutes ces configurations-là, celle qui est la meilleure au sens de je suis proche en Wasserstein et je suis d'énergie finie. Donc ça revient à choisir automatiquement pour vous quelle forme du noyau je vais mettre, quel epsilon je prends. Il fait tout ça de façon globale pour tout le monde d'un coup, un peu à l'aveugle. Donc on n'a pas à réfléchir à ça. Et ça vous donne cette quantité. Et donc, bien sûr, le problème, c'est d'arriver à la calculer parce que c'est joli de faire ça, mais si on ne sait pas la calculer, ça n'a pas de. Enfin, ça a un intérêt, mais moins fort. Et donc, en fait, le calcul, c'est la même chose que tout à l'heure.
Donc je vais passer vite là-dessus. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même cette énergie en plus, donc ça rajoute quelques contraintes. Quand on va calculer les cellules de la guerre, il va falloir prendre la masse des cellules de la guerre avec une mesure qui elle-même est inconnue, qui est la mesure approchée qu'on est en train de construire. Et donc, quand on fait le Newton là, il faut faire attention. Il y a une mesure en plus à calculer, donc il va falloir intégrer la mesure sur des cellules de la guerre. Donc d'un point de vue numérique, il y a une contrainte en plus, c'est d'arriver à intégrer sur les cellules de la guerre. Il ne faut pas juste les avoir, il faut arriver à intégrer des quantités dessus. Et bon, notre f epsilon qu'on a construit comme ça, du coup, elle est bien différenciable. Et la différentielle, c'est comme tout à l'heure, en fait, c'est la position moins le barycentre de la cellule, mais là qui est avec un poids qui est le poids de la mesure interne qu'on a calculée. Donc il y a une mesure intermédiaire, ρn epsilon, qui est la mesure régularisée des Dirac qu'on a calculée, et on prend le barycentre de ça, et ça donne les schémas. Et donc, encore une fois, on prend une discrétisation en temps qui va préserver la structure hamiltonienne, et vous pouvez faire la convergence. Alors pour la convergence en énergie modulée, c'est un peu plus technique dans ce cas-là. Enfin, c'est un peu plus technique, c'est différent. La technique est différente. On a toujours le même problème qu'il faut faire. On est en eulérien, donc on a la vitesse lagrangienne qu'on compare à la vitesse eulérienne. On regarde l'énergie modulée de notre f. Donc alors parfois c'était pas clair, mais l'idée de l'énergie modulée, c'est toujours de regarder si j'ai une quantité h, je regarde h de x moins h de y, moins un gradient h de y, x moins y, c'est ça le calcul. Donc moralement, c'est la Hessienne de h en x moins y carré, donc c'est une quantité positive si on a de la convexité, donc c'est pour ça qu'on veut de la convexité. Et donc on regarde cette quantité-là. Et cette quantité-là, dans notre cas approché, il va falloir mettre ici, on va avoir h epsilon pour la solution approchée, le h, le gradient h. Donc ça parce qu'il faut juste écrire correctement. Si on veut que les calculs soient faciles, enfin moins pénibles, il faut écrire correctement l'énergie qu'on va regarder. Et ça, c'est celle qui marche bien. Et on voit qu'on est quand même obligé de rajouter l'énergie du flot, ce qu'on n'avait pas besoin dans le cas de l'air. Mais dans le cas compressible ici, on a besoin de rajouter dans notre quantité la norme L2 des positions pour boucler les estimations. Donc pareil, vous calculez votre Grunwald. Un peu aussi différent. Une différence avec l'air incompressible, c'est que ce qui va faire marcher la preuve, c'est il faut que l'entropie relative du terme de pression soit majorée par l'entropie relative de l'énergie interne. C'est ça qui va faire marcher votre Grunwald. Donc le terme de pression, j'avais mis là-haut, mais je suis passé vite. Il est lié à... Le terme de pression, il est lié à U par cette quantité-là. Donc, c'est une sorte. Donc, ça, c'est vérifié pour toutes les énergies que j'ai mis. Pardon. Et donc, c'est ça l'étape clé qui permet de boucler votre Grunwald. En plus des conditions d'optimalité à utiliser, bien sûr. Surtout. Et donc, pareil, on a des conditions. Alors, il y a une petite différence sur l'epsilon carré, sinon c'est du même ordre. Et ce taux sur epsilon carré, c'est réminiscent de ce qu'on avait la dernière fois quand on fait une erreur sur l'hamiltonien, qu'on majore ça violemment. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut supposer sur la solution de l'air compressé? Parce que de toute façon, il n'y a pas de régularité. Oui. Donc, ça n'arrive pas en cours. Oui. Quelle régularité il faut? Alors, pour avoir ça, c'est Lipschitz sur toutes les données, en gros. La vitesse est Lipschitz, le gradient de U' est Lipschitz. Il n'y a pas d'hypothèse dans le cas isotherme, mais il n'y a pas d'autres hypothèses. S'il y a des hypothèses techniques sur le U', il y a une série d'hypothèses techniques sur le U' en fonction de... Le vide va commencer à oui, ça. Bon, il y a une série d'hypothèses techniques en fonction de la structure de U et dans ce qu'on va retrouver. Mais c'est vrai qu'il y a toute une partie de la difficulté qui est cachée dans le fait qu'on prend une solution régulière et donc... qui existe sur les plus petits. Là. Qui existe, voilà, en temps petit. Oui. Ouais. Alors, bon, donc ça, c'est un peu le panorama. Alors, le but, c'est qu'on s'est intéressé aux énergies internes parce que c'est celles qui sont mal définies sur les Dirac. Mais si on met des énergies d'interaction, ça, c'est bien défini sur les Dirac. Donc, on peut rajouter ça à droite de... Vraiment, l'équation qu'on a en lagrangien, c'est x moins point égale moins quelque chose. Donc, c'est votre équation de Newton. Donc, vous pouvez imaginer rajouter plein de termes ici.
Donc, par exemple, vous pouvez mettre des énergies potentielles, ça fait aucun problème, même dans l'épreuve, ça passe vraiment directement, il n'y a pas de difficulté. On peut imaginer mettre des termes d'interaction aussi, singuliers ou pas. Alors pour les Dirac, ça ne pose pas de difficulté, en tout cas numériquement. D'un point de vue preuve, je pense que ça passe aussi parce que c'est des choses qui sont bien comprises dans le monde du milieu, limite en champ moyen. C'est ce que je pense ce qui présentera la semaine prochaine. Ils font des convergences par une énergie modulée pour ces énergies d'interaction. Donc je pense qu'on peut utiliser leurs outils pour montrer la convergence de nos schémas dans ce cas-là. Parce que la partie difficile, ils l'ont faite, c'est l'estimation. Enfin, il y a une estimation d'inégalité à avoir à l'intérieur qu'ils ont. Donc il y a ça. On peut faire de façon très naturelle aussi des interactions fluide-structure. Ça ne pose pas de problème dans le formalisme, ça rentre vraiment directement. Alors une autre question qui est amusante, je trouve, c'est qu'on peut rajouter un terme de viscosité. Si on veut faire Navier-Stokes incompressible. Et le terme de viscosité, ce qui va être très naturel, c'est on va pouvoir le calculer. A priori, il n'est pas du tout naturel en lagrangien, en tout cas pour moi, le terme de Laplacien-Véron-Phi, je ne sais pas trop comment l'écrire. Mais par contre, on sait le discrétiser avec la structure semi-discrète parce qu'on va pouvoir prendre un Laplacien volume fini sur les cellules de Laguerre. Et avec le semi-discret, on a toutes les quantités qu'il faut pour prendre le Laplacien volume fini sur les cellules de Laguerre. Et on peut faire les calculs et ça marche. Alors, pour montrer la convergence, ça demande un peu de technicité parce que c'est pas. Bon, le Laplacien en volume fini, là, il n'est pas consistant, donc on ne peut pas juste mettre violemment séparer les termes et avoir un truc quadratique. Il faut regarder, mais dans l'idée, ça marche. En tout cas, sur les simulations, ça marche très bien. Et on peut imaginer mettre beaucoup d'autres choses dans cette structure. Alors, avant de passer au simu 3D qui montre un peu ça, je voudrais essayer quelque chose. Alors, j'ai rarement réussi à le faire passer bien. Alors, je vais essayer une autre façon aujourd'hui. Et c'est le lien avec le transport optimal unbalance. Tout ce qu'on a fait là, est-ce qu'on peut voir ça dans le cadre du transport optimal unbalance et est-ce qu'on peut voir l'équivalent de qu'est-ce que c'est que l'air incompressible dans le cas du transport optimal unbalance. Et donc, pour ça, je vais essayer de rappeler ce qu'on vient de voir. Donc, ce qu'on a vu, c'est vraiment, on avait un espace, les applications qui préservent la mesure, menu d'une métrique L2, et on l'a vu dans un espace plus gros, l'espace des applications L2 de oméga dans RD. Et donc, on l'a vraiment mis dans cet espace plus gros, et ce qui était important, c'était vraiment notre fonction de projection. C'était comment je projetais une application F dans L2 sur l'ensemble des applications qui préservent la mesure. Donc ça, c'est la projection, c'est mon outil principal. Et en fait, ce qu'on voit, et ce qui est important derrière, c'est la décomposition polaire de Yann. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que là-dedans, et avec juste cette information-là, on a fait des schémas numériques lagrangiens pour l'équation de l'air incompressible. Donc ce qu'il faut voir, c'est que là-dedans, en fait, on avait toutes les informations qu'on veut. Je vais l'écrire là. Donc, si on a cette formule de projection F de... Là, on a vraiment toutes les informations qu'on veut. On retrouve la métrique sur l'espace ambiant ici, c'est la métrique L2. On retrouve l'espace sur lequel on veut trouver les géodésiques, c'est l'espace sur lequel on va faire notre contraction pour la projection. Donc on voit que l'air incompressible, il est encodé là-dedans, c'est les géodésiques là-dessus pour la métrique L2. Et puis on a notre contraction ici, qui fait que ça revient à un transport optimal, et ça nous donne comment je projette un élément là sur celui-là. Donc vraiment, si on a cette formule, on a l'équation de l'air incompressible, on a le schéma numérique qui va avec, et on a tout. Alors, pour les gens qui aiment la géométrie, je vais passer vite, mais ça revient à dire qu'il y a une sorte de submersion riemannienne qui va des applications L2 vers les mesures de proba. Mais ça, c'est la version géométrique. On peut juste rester au fait que ça suffit. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a quand même ici, il y a l'histoire du push-forward. Cette distance-là, c'est la distance entre le beg et la mesure image, ou la loi de F par le beg. Et donc, la question naturelle qui se pose, c'est que maintenant, donc, supposons que je ne vois plus tout ce panorama-là, mais que je me donne une quantité ici, qui va être le transport optimal unbalance. Est-ce que je vais pouvoir reconstruire tout ce panorama-là? Je pars dans l'autre sens. Parce que si on part d'ici, là par contre, on voit rien en fait. Si je pars juste du problème de transport optimal, je ne vois pas l'air incompressible,
je ne vois pas la métrique ambiante de l'espace. En fait, là-dessus, on est complètement aveugle, alors que là, on a tout. Donc maintenant, je vais partir du transport optimal unbalance, où on est aveugle, et puis on va essayer de reconstruire toutes les étapes. Alors pour ça, il faut voir qu'est-ce que c'est que le transport optimal unbalance. Donc, je dis juste très rapidement, donc dans la version dynamique, le transport optimal unbalance, c'est dit, le but, c'est de transporter des mesures qui n'ont plus la même masse. Donc je vais m'autoriser à créer et détruire des choses, des mesures positives qui n'ont pas la même masse. Donc le transport optimal, c'est je prends mes affaires et je les déplace d'un endroit à un autre. Le transport optimal unbalance, c'est dire quand je me déplace, j'ai le droit de vendre mes affaires en cours et d'en racheter d'autres. Le but, c'est d'arriver à la bonne chose. Donc j'ai le droit de transporter mes affaires, mais aussi avec le coefficient R ici de croissance, j'ai le droit d'en vendre et d'en acheter, ce qui va me créer ou me tuer de la masse. Bon, donc ça a été un monde. Alors il y a plusieurs groupes qui ont introduit ça en même temps, avec plus ou moins de variations sur les formulations, et qui montrent que c'est bien une métrique sur les mesures positives. Et donc nous, on est là maintenant, on a cette métrique-là, et on se demande, est-ce qu'il y a un théorème de projection quelque part? Et donc, est-ce qu'il y a une application de push-forward? Par ici, ça c'était Monge-Kantorowicz, entre F push le beg et le beg. Et donc pour ça, ce qui est important quand même, c'est qu'il faut qu'on ait une application, il faut qu'on ait une sorte d'application qui fait le push-forward. Et cette application, il faut qu'elle récupère toutes les mesures, pas seulement celles qui ont la même image. Alors pour ça, la façon la plus bête de se dire, c'est que je vais regarder des coupes phi lambda. Donc où phi, c'est une application de RD dans phi, elle va de oméga dans oméga. Et lambda, elle va de oméga dans R+. Donc je vais prendre un couple où là, c'est une application, c'est mon flow, toujours pareil, qui dit où est-ce que la particule va. Et je vais rajouter une fonction là qui va dire est-ce que je prends de la masse ou pas. Et le push forward, je vais regarder phi qui va pousser lambda carré fois le beg. Ça, c'est une mesure mu. Et on voit que si phi lambda bouge là-dedans, là, sur les mesures mu, je récupère bien toutes les mesures positives, parce que je vais pouvoir rajouter ou tuer de la masse autant que je veux. Donc, on va vouloir changer phi par ça, et voir un peu ce qui se passe. Donc, oui. Ouais, je suis allé vite. Sur le transparent, je donne tout d'un coup, c'est peut-être un peu bon. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder par cette application-là et voir comment je peux remonter. Alors si je mets cette application-là et qu'on remonte, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a exactement le même panorama que ce que j'ai mis avant. Alors l'espace qui nous intéresse cette fois, ça va être S tilde. Alors j'ai mis div parce que c'est la version un peu géomètre. Oui, tout ça, c'est des travaux avec François-Xavier Vialard. J'ai bien noté qu'il y a un esprit plus géomètre. Mais là, en fait, vous pouvez remplacer ça, c'est les applications L2 de oméga dans oméga. C'est juste formellement, on met div parce que comme ça, on peut mettre des ronds -1 quand on fait les calculs formels, mais tout passe à la fin sans régularité. Donc ça, c'est mon application phi que j'ai mis ici. Et à côté, j'ai mon application lambda qui est le taux de croissance. Alors, c'est un produit semi-direct simplement parce que quand je compose mes difféos, quand je compose mes applications, il faut que le taux de croissance s'applique à l'autre endroit. Donc, ça ne veut pas dire... Enfin, c'est juste technique, mais il n'y a pas vraiment de contrainte. Et par contre, ce qui est important, et là je ne vais pas vous faire le calcul, mais c'est que si on tire en arrière la métrique de Hellinger là par cette application-là, ce qu'on retrouve, c'est en fait la distance sur le cône. Ici, on voit que ça, c'est à image dans oméga croix R+, donc c'est image dans un cône. Et la distance qui est là-dessus, c'est la distance conique. Alors c'est exactement la distance conique si je mets un quart ici, sinon il y a un paramètre. Mais... Et donc en fait, on a tout le même... donc si je suis parti ici de Hellinger-Kantorowicz, le transport optimal unbalance entre le beg et le push-forward de lambda carré le beg, je peux remonter à un théorème de projection qui est, je vais prendre le minimum sur tous les couples sigma h qui sont dans sigma croix oméga qui préservent cet ensemble. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sigma, c'est tous les couples sigma h tels que ça, ce soit le beg. C'est l'ensemble des applications qui vont pousser, l'ensemble des couples phi lambda qui vont pousser le beg sur le beg. Alors ça c'est mon espace quotient, je le retrouve ici. Ça c'est mon espace ambiant, ma métrique ambiante c'est la distance. Donc si on revient à la formule ici, on voit la métrique ambiante, distance du cône sur le cône, l'espace ici, l'espace des applications, l'espace S tilde. Alors ça c'est pareil, c'est pour les géomètres, mais vous pouvez oublier, c'est que ça formellement c'est une submersion riemannienne.
Et STIL, donc ce qu'on voit, STIL, c'est l'ensemble des applications qui ne bougent pas le bec quand on fait le phi push forward lambda. Et donc moralement, c'est phi et son jacobien. Mais en fait, on peut enlever la régularité et mettre que c'est phi et h du moment que ça vérifie ça. Là, le seul but de voir ça, c'est qu'en fait, ça enlève complètement la contrainte sur lambda. Et donc cet espace-là, STIL, c'est juste l'application L2. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que l'espace sur lequel on regarde, c'est l'espace des applications L2 qu'on voit dans le cône. Bon, maintenant, c'est là où normalement, il y a la question que vous vous posez tous, c'est sûr. C'est qu'est-ce que c'est que les géodésiques sur S-tilde pour la métrique de cône? Parce que c'était ça notre équation de l'air. C'était les géodésiques sur S de la métrique ambiante. Donc qu'est-ce que c'est que les géodésiques sur S-tilde pour la métrique induite par la métrique ambiante qui est la distance conique? Donc c'est cette question-là que j'ai perdue. Cette question-là que vous êtes tous posée. Et donc la réponse, c'est l'équation de Kamasa-Holm. En multidimensionnel, donc c'est HDiv. En dimension 1, c'est Kamasa-Holm, mais en dimension plus grande, c'est HDiv. Donc ça veut dire que c'est les applications L2. Et sur le champ de vecteur vitesse, qu'est-ce qu'on met? On pénalise la norme L2 plus la norme L2 de sa divergence. Et bon alors, je vais finir vite pour vous montrer les simus, mais on pourrait se dire, ok, à quoi ça sert d'avoir fait tout ça? C'est joli, mais l'équation elle existe et ça ne sert pas à grand-chose. Alors je trouve qu'il y a deux intérêts. C'est déjà si vous pensez à tout ce qu'a fait Brenier pour Euler, pour les solutions généralisées ou toutes ces choses-là qui sont basées sur le lien avec le transport optimal. Maintenant, vous pouvez imaginer refaire tout pareil pour Kamasa-Holm. Donc des solutions généralisées de Kamasa-Holm, trouver des problèmes de pression ou des choses comme ça. Et puis un deuxième, et aussi, alors ce qui était important, ce qu'on avait dit avant, c'est que ça venait avec une décomposition polaire, donc il y a aussi une décomposition polaire qui vient dans ce cas-là. Donc ça donne aussi une autre décomposition polaire sur le cône qui est un peu technique mais qui existe, je vous la mets là, mais il y a un théorème de décomposition polaire qu'on peut écrire, qui revient à relever sur le cône. Mais peut-être de façon plus intéressante, c'est là l'interprétation qu'on a, on a un multiplicateur de Lagrange naturel qui intervient dans notre équation, qui est le multiplicateur de cette contrainte. Et donc nous, les équations, naturellement, elles arrivent comme ça, comme un couplage entre deux équations et un multiplicateur de Lagrange, qu'on peut en fait complètement éliminer parce qu'on peut remplacer P ici par cette équation-là. Le alpha, là, c'est pour se souvenir d'où on vient, mais c'est divergence U. Donc en fait, on peut écrire ça qu'en une seule ligne avec que du U et tout enlever. Quand on fait ça, on ne voit plus du tout ce multiplicateur. Et en fait, dans la littérature, on n'a pas vu ce multiplicateur apparaître. Ce qui apparaît, c'est un autre multiplicateur qui vaut 2p moins u carré. Mais par exemple, si on regarde les solutions généralisées pour ce cas-là, ce qu'on peut montrer, c'est que ce p est unique, alors que le u n'est pas unique. On a des cas où il y a plusieurs géodésiques qui vont à un endroit. La pression est unique, mais le u n'est pas unique. Donc en particulier, le petit p dans la littérature, il n'a aucune raison d'être unique. Donc, ce qu'on peut dire aussi, et numériquement, les schémas que je vous ai fait depuis le début, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on approche ce grand P là. Donc même pour le problème forward, le grand P, il a un intérêt. Donc tout ça pour dire que même si on oublie toute cette structure parce qu'on trouve ça un peu lourd, un peu pénible, elle permet quand même d'identifier une quantité qui a l'air naturelle, qu'on pourrait imaginer utiliser que d'un point de vue purement EDP. Et qui n'était pas visible dans la... Pourtant, il y a une littérature foisonnante sur Kamasa-Holm. Bon, on n'a peut-être pas tout fait, mais en tout cas, quand on a regardé, nous, on n'a pas vu cette quantité apparaître. Voilà. Bon, alors je finis avec juste les simulations 3D parce que c'était quand même peut-être ce qu'il y a de plus joli sur l'air. Donc là, c'est comme le Rayleigh-Taylor d'avant où on laisse les particules descendre. Il y a des particules plus lourdes en haut, et elles veulent descendre et ça va. Donc avec plus de particules. Bon, ce qu'on disait, tout est assez robuste, donc vous pouvez faire ça sur une variété, donc sur la sphère. Donc là, par exemple, c'est le Rayleigh-Taylor sur la sphère. Les particules rouges qui sont toujours les plus lourdes vont avoir tendance à vouloir aller en bas de la sphère. Et donc, encore, donc là, c'est un spray. Bon, c'est juste pour montrer qu'on a plus de points. Il y a un spray qui va remplir. Et vous pouvez voir l'image se remplir. Donc ça, c'est des simulations qui ont été faites par Bruno Lévy avec un code 3D qu'il a optimisé. Donc calculer ça en 3D, c'est vraiment pas trivial pour la partie semi-discrète parce qu'il faut calculer ces cellules de Laguerre qui demandent d'interagir avec tout le monde. Et en fait, il faut trouver des méthodes pour arriver à savoir réduire le nombre de personnes avec qui on va interagir ou couper. Et ça. Et alors, il manque les plus belles simus.
bien sûr. Ouais, ouais. Non, ça va vite. Mais... Donc là, en fait, ça rajoute de la gravité. C'est juste pour montrer des simili avec la gravité et puis la viscosité. Donc là, c'était l'armadillo qui tombe sur lui-même avec plus ou moins de render. Ah oui, j'ai oublié de citer, il y a aussi des méthodes très similaires qui ont été faites par exemple, par un groupe avec Fernando de Gauze, qui est chez Pixar, qui fait des simulations un peu du même style. Mais ils ont une méthode différente pour faire... C'est basé aussi sur le semi-discret, mais ils envoient directement sur les barycentres des cellules. Donc ça fait des schémas un peu différents. En particulier, ils ne prouvent pas la convergence du schéma. Et on pense qu'il y a des cas où ça cristallise ou des choses. Donc c'est un peu les mêmes idées, mais sans preuve de convergence. Donc là, vous voyez, alors ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a ce maillage adaptatif qui vient tout au long de la simu avec le schéma. Et là, vous avez la gravité, la viscosité. Et on peut faire ça sur des domaines avec des bords, des interactions. Ça. Et je vais finir avec, Bruno Lévy qui disparaît sous le poids du travail à faire pour coder tout ça. Et ça, c'est en version maillage, si jamais le maillage vous intéresse. Voilà, merci. Merci beaucoup.